Bonjour et bienvenue sur Misane TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Louis Blin pour une émission dédiée au secret de la diplomatie. Bonjour Louis Blin. Bonjour et merci de m'inviter à parler à vos auditeurs d'un métier qui généralement, enfin souvent en mauvaise presse et qui est en fait méconnu. Louis Blin, vous êtes historien, écrivain, ancien diplomate et spécialiste du monde arabe. L'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est Lamartine, passeur d'islam, publié aux éditions Éric Bonnier. Pour entamer cet entretien, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de diplomate? Quel est son rôle, ses responsabilités, ses actions? Donc le diplomate est chargé des relations entre les pays, alors avant tout relations politiques, mais pas seulement. En fait, pour que les gouvernements se parlent, ils ont besoin de canaux, et ce sont des canaux diplomatiques. Et bien sûr, c'est pas des machines, il y a des hommes. Les hommes sont donc là pour faciliter ou bien même donner des conseils, des idées à leurs responsables politiques. Ils ne sont pas des décideurs, mais ils sont des conseilleurs. Et puis, ils représentent leur pays à l'étranger. Voilà, donc la fonction diplomatique est un peu double, avec bien sûr pour chaque diplomate une carrière qui se partage à peu près à parts égales entre l'administration centrale, en France donc c'est le Quai d'Orsay, et les postes diplomatiques à l'étranger, que ce soit des ambassades ou des consulats généraux. La différence entre les deux, c'est que le consulat général est basé dans une ville qui n'est pas une capitale. Mais il arrive souvent dans des pays que des villes annexes soient au moins aussi importantes, même plus importantes que les capitales. Donc dans ce cas-là, il y a un consulat général s'il y a des intérêts français ou bien des interlocuteurs locaux qui veulent avoir des relations étroites avec la France. Et au sein de ces consulats généraux ou de ces ambassades qui sont dans les capitales, il y a ce qu'on appelle des sections consulaires, que tout le monde appelle aussi des consulats. Alors là, c'est uniquement pour l'administration de la communauté française à l'étranger, qui a bien sûr besoin, comme ici en France, de divers services, et la délivrance de visas pour l'entrée en France aux ressortissants des pays qui sont soumis à l'obligation de visa. Louis Blin, comment devient-on diplomate? Est-il nécessaire de suivre un parcours spécifique? Alors, il y a plusieurs voies. La voie royale, entre guillemets, c'est de faire l'ENA, hein, l'École nationale d'administration, mais il y a très peu de place à la sortie de l'ENA pour entrer au ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi d'autres concours. Et la spécificité de la France est d'avoir un concours d'Orient. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour passer le concours d'Orient, qui est en fait à peu près le même que le concours d'entrée à l'ENA, il faut avoir une langue orientale. Alors, bien sûr, l'arabe est aux premières loges. Ceux qui rentrent dans la diplomatie via le concours d'Orient le font immédiatement après le concours. Donc, ils ne sont pas obligés de suivre la scolarité de l'ENA. Et pour les Français d'origine arabe, c'est très intéressant parce que pourvu qu'ils maîtrisent bien sûr couramment la langue arabe à l'écrit comme à l'oral, il y a beaucoup moins de sélection à ce concours d'Orient qu'au concours d'entrée à l'ENA qui est ouvert à tout le monde. C'est important d'exploiter cette possibilité. Alors moi-même, je suis entré au ministère des Affaires étrangères via le concours d'Orient et j'ai passé 30 ans dans les cadres de la diplomatie française que j'ai quitté il y a 2 mois. On va revenir tout à l'heure donc à votre parcours particulier. En quoi consistent les actions des diplomates? Ça se matérialise à travers des remises de rapports? Comment ça se présente? Voilà, alors là encore, entre la France et l'étranger, c'est pas exactement pareil. En France, on est chargé de répondre à toutes les demandes d'entretien du ministre des Affaires étrangères en premier lieu, mais aussi d'autres ministres, du Premier ministre et du Président lorsqu'ils nous le demandent.
puisque à Matignon comme à l'Élysée, il y a une cellule diplomatique qui est en général gérée par des diplomates de carrière. Et donc, pour chaque entretien, il faut préparer, donc éclairer, bien sûr, sur l'interlocuteur quand l'on reçoit et quelles sont les questions qu'on doit soulever avec lui. Ça, c'est à Paris, donc c'est la première tâche. La seconde, c'est de faire des dossiers de fond. Hein. Il y a notamment donc au ministère un centre d'analyse et de prévision qui est en fait chargé d'essayer de prévoir quels sont les grands axes de l'évolution politique mondiale et donc de donner des conseils aux décideurs sur la façon dont on doit préparer à long terme et non pas à court terme pour un entretien toute la politique française. Et puis alors à l'étranger, la principale activité, c'est l'échange avec les responsables locaux. Alors d'une part, lorsque le gouvernement français nous demande, quand on est donc en ambassade, de faire une démarche auprès des autorités étrangères, par exemple, on demande l'appui de tel ou tel pays pour une candidature française dans un organisme international qui est bien sûr soumis à concurrence. Oui, alors à l'inverse, au quotidien, on est chargé d'éclairer Paris, donc le Quai d'Orsay, sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle du pays d'accueil. Donc on va bien sûr à peu près partout pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et la dernière chose qui est la plus connue, mais qui en fait est tout à fait annexe, c'est la représentation. Donc évidemment, il y a une série de manifestations officielles et là, on représente notre pays. Donc c'est les fameux cocktails et petits fours que les diplomates connaissent bien. Mais bien sûr, il y a beaucoup de dîners aussi. Enfin, c'est très prenant du coup, parce qu'évidemment, pendant la journée, donc on travaille, et puis les représentations, en général, c'est le soir, donc en fait, et souvent le week-end. Donc en fait, quand on est à l'étranger, on est pris tout le temps, quoi. Aujourd'hui, à peu près, on l'estime à combien de diplomates français? Voilà, alors au ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas que des diplomates. Il y a environ 1800 diplomates, mais le nombre total d'employés est, je crois, de 13 500. Parce que d'une part, il y a tout le personnel administratif, évidemment, donc à Paris, il faut gérer toute la machine, tout le réseau diplomatique. Le réseau diplomatique français est le second dans le monde après celui des États-Unis. Donc comme il y a près de 200, oui, il y a environ 200 postes, parce que les postes diplomatiques se divisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre consulats généraux et ambassades, mais j'ai oublié les représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, par exemple à New York, à l'ONU. Donc il y a ça, et puis alors dans tous ces postes-là, maintenant, à cause des restrictions de personnel, puisque les crédits du ministère des Affaires étrangères en ont pas cessé de baisser depuis une vingtaine d'années, eh bien il y a une majorité de recrutés locaux, qui ne sont pas français, donc ce sont des ressortissants des pays hôtes, francophones bien sûr, et ils forment la grande majorité du personnel dans les postes français à l'étranger. La plupart des diplomates sont issus de quel cursus, surtout administratif, politique Alors c'est assez varié, mais enfin donc la voie royale c'est Sciences Po, ensuite l'ENA, alors il y a bien sûr Sciences Po Paris, mais aussi province. Mais c'est assez divers. Moi, j'ai pas fait Sciences Po, par exemple. J'ai fait de l'économie plutôt. Le droit aussi est très utile. C'est assez pluridisciplinaire. Et c'est l'une des attractions de la carrière diplomatique, c'est que en fait c'est un peu touche à tout, parce que alors notamment en poste dans les ambassades ou les consulats généraux, et il y a régulièrement des représentants des autres ministères. Donc le diplomate est en général l'homme orchestre, et il est là pour que, par exemple,
le poste économique puisse comprendre ce que fait son collègue qui est l'attaché de police ou bien l'attaché militaire, l'attaché de défense, pardon. Et donc, c'est un travail de coordination entre tout. C'est un mini-gouvernement, si vous voulez, à l'étranger. Donc, c'est la raison pour laquelle la formation du diplomate doit être assez pluridisciplinaire parce que il faut tout de même qu'il comprenne ce que c'est que l'économie. Sinon, bien sûr, il ne comprendra rien au poste d'expansion économique dans lequel du poste dans lequel il sera affecté. Bon, il y a aussi ce qui a monté en puissance ces dernières années, c'est tout ce qui est coopération culturelle et technique. Alors là, il y avait très peu de diplomates jusqu'à récemment dans ce réseau-là, puisque c'était plutôt donc des contractuels issus du monde de la culture. Mais donc plus en plus de diplomates maintenant s'intéressent à ces questions parce que la force en tout cas la réputation de la France sur le plan culturel, tout d'abord, et puis sur certains domaines des techniques et enfin de tout ce qui couvre, donc tout ce qui peut couvrir la coopération entre les pays, agriculture, aéronautique, il y a des tas de domaines, vient de plus en plus couvrir les activités, alors que l'activité politique, elle, est plutôt en baisse. Donc, les conseillers d'action culturelle et de coopération sont de plus en plus importants et le personnel ce qu'on appelle les instituts français à l'étranger, c'est-à-dire avant on appelait ça les centres culturels, deviennent de plus en plus importants parce que c'est par ce biais qu'on a accès aux élites, l'objectif étant évidemment d'avoir une bonne image et d'avoir de bonnes relations avec les élites des pays qui nous intéressent. Et c'est souvent par le biais de la culture ou de la coopération technique qu'on y parvient. Dans quel pays avez-vous été affecté? Alors moi, j'ai eu des postes en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Maroc. Mais avant ma carrière diplomatique, j'ai enseigné en Algérie, en Syrie et en Égypte. Justement, pouvez-vous nous présenter plutôt, votre parcours? Donc Oui. votre cursus avant d'être diplomate, Voilà. depuis que vous êtes diplomate, depuis quand, et combien de temps ça a duré? Oui, donc j'ai commencé par l'enseignement en Algérie et ensuite en Syrie. Et, Dans quel domaine? j'enseignais le français. Donc, c'était pour moi, bien sûr, une découverte à cet âge-là. Donc, je suis rentré ensuite en France, j'ai fait des études d'arabe et d'économie. Et je suis parti après ces études au Caire, dans un centre de recherche qui s'appelle le Centre d'études et de documentation économique et juridique. C'est d'ailleurs un réseau dont j'aurais pu parler, puisqu'il ne fait pas partie stricto sensu du ministère des Affaires étrangères, mais il y est associé, et en fait d'ailleurs c'est à la charge du budget des Affaires étrangères. Donc c'est un réseau de centres de recherche qui est très spécifique à la France. Il n'y a aucun autre pays qui a ça, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc dans chaque grand centre culturel du monde, il y a un centre. Alors, donc, pour le monde arabe, il y en a un au Maroc, un en Tunisie, un en Égypte, un au Koweït qui couvre la péninsule arabique et un à Beyrouth. Donc, vous voyez, c'est tout de même un réseau assez fourni. Donc moi j'ai passé 4 ans comme chercheur là-bas, puis ensuite j'ai passé le concours du Quai d'Orsay et j'ai donc eu 4 affectations à l'étranger et bien sûr différentes affectations à l'administration centrale. Alors, il y a un encouragement de la part des ressources humaines maintenant de diversifier l'expérience. Donc moi je suis passé aussi par le ministère de la Défense, détaché pendant 2 ans. Ça permet effectivement d'avoir
une connaissance de l'intérieur, des autres activités, et bien sûr les activités de défense sont importantes pour un pays comme la France. Voilà, donc 30 ans au Quai d'Orsay maintenant, donc je suis dans une université, mais en tant que contractuel à l'Institut universitaire européen de Florence. Comment sont vus les diplomates français à l'étranger par leurs collègues et par les peuples en général? Oui, alors là, moi je vais vous faire part de mon expérience, parce que je ne sais pas trop comment ils sont perçus en Amérique du Sud, puisque je suis jamais allé. Mais le monde arabe, qui est bien sûr ma spécialité, est très spécifique parce que les Arabes, bien sûr, ont depuis le général de Gaulle, une vision de la France comme un pays ami, enfin un des rares pays qui les comprennent dans le monde. Ça a probablement été vrai pendant, enfin, disons en gros jusqu'au président Chirac. Ça l'est de moins en moins depuis, mais pour les diplomates, pour les diplomates français, c'est un régal parce que, bien sûr, il faut pas se leurrer. Lorsqu'on est diplomate, bien sûr, on a des rencontres avec les locaux qui vous apprécient plus ou moins selon votre personnalité, mais en vous, ils voient votre pays. Donc, c'est pas Louis Blin qui était accueilli comme un roi au Maroc ou en Égypte, mais c'est Louis Blin représentant la France. Et donc il faut toujours, d'ailleurs, c'est un peu difficile sur le plan humain, prendre du recul, parce que il y a un petit peu une schizophrénie du diplomate. On est à la fois un homme et surtout ce que l'on représente. Donc pour les pays arabes du Golfe de l'Océan, on a toujours un accueil extraordinaire. Enfin bon, ceci dit, c'est le sens de l'accueil arabe en général. Il n'y a pas que les Français qui avaient droit à cet accueil-là, mais tout de même, les Français avaient toujours une cote d'amour et bien sûr, ça a beaucoup servi. Les pays arabes, en général, comptaient sur nous pour expliquer leur position ou bien leur actualité même aux autres Européens, puisque bien sûr nous avons une diplomatie qui est très proche de celle des autres pays européens, donc on était un peu un intermédiaire. Et il n'avait pas tout à fait tort, parce que d'une part, bien sûr, il y avait ses positions politiques, et donc depuis le général de Gaulle, qui était tout de même assez particulière, mais aussi parce que d'abord les Français ont une culture qui est proche de celle des Arabes, beaucoup plus proche que la plupart des autres pays européens, et parce que la carrière diplomatique française offre cette voie spécifique d'accès qui est le cadre d'Orient. Donc en général, moi j'ai vu j'ai participé à beaucoup de réunions intereuropéennes. Les deux pays qui comprenaient en gros ce qui se passait dans le monde arabe, c'était la France et le Royaume-Uni. Bon, le Royaume-Uni n'étant plus en Europe maintenant, donc c'est surtout la France. Mais bon, là je parle un petit peu d'une manière passéiste, parce que d'autres pays comme l'Allemagne et l'Italie et l'Espagne surtout maintenant ont fait beaucoup de progrès au cours des dernières années, et puis nous au contraire on est à peu près resté au même niveau. Enfin donc il y avait une chose franco-arabe, une relation franco-arabe spécifique, et qui explique pour beaucoup les succès économiques et diplomatiques de la France depuis 1967, en gros, quoi, 68, enfin, depuis De Gaulle. Pour terminer sur votre cas particulier, pour nos auditeurs, hein, comment se déroulait votre quotidien et vos journées de travail, Louis Blin? Alors, la charge de travail est énorme, hein. C'est un peu un sacerdoce, hein, la diplomatie. Enfin, c'est si on veut arriver à quelque chose, évidemment, et si on veut faire aussi une carrière, il y a quand même beaucoup de compétition. Donc, on travaille beaucoup et on doit être très, très disponible. Alors, en gros, quand on est à Paris, on a ses week-ends tout de même. Par contre, à l'étranger, non, il faut être fait, dès qu'il se passe quelque chose, il faut être là, il faut être disponible. Donc c'est un peu difficile sur le plan personnel, parce que ça
bien sûr un prix sur la vie familiale, mais bon, c'est comme ça. Sur le plan personnel aussi, ce qu'il faut savoir pour ceux qui voudraient embrasser la carrière diplomatique, c'est que c'est passionnant évidemment parce que on a toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Les gens veulent toujours essayer de faire quelque chose avec les Français, où que ce soit, donc c'est vraiment un bonheur. D'autre part, on peut voir du pays, parce qu'évidemment, on reste pas toujours dans le même pays. En général, les séjours sont de 3 ans à 4 ans. Mais l'envers de la médaille, c'est que on a souvent donc des contacts extraordinaires et des amitiés qui se tissent et une passion qui peut même survenir vis-à-vis de tel ou tel pays, mais on est obligé de partir. Et donc, on repart à zéro à tous les coups. Si bien que on a tout de même une série de coupures. Il n'y a pas de continuité avec. Alors, on peut rester bien sûr en correspondance avec un interlocuteur. Moi, j'ai de nombreux amis du Golfe à l'océan, mais c'est pas. Enfin, c'est toujours un peu frustrant, très très frustrant même, de devoir sans cesse remonter la pente. Mais à côté de ça, c'est un challenge parce que ça permet justement de se remettre en question à tous les coups. Parce qu'à chaque fois, même si on a une idée, par exemple, l'Égypte, que je connais bien, est un pays, bien sûr, le pays le plus ancien du monde, mais ça ne veut pas dire qu'il n'évolue pas. Entre mes 2 séjours en Égypte, qui étaient séparés d'une quinzaine d'années, il y avait énormément de différences. Donc il faut être conscient que notre savoir, même assez important sur le pays, est toujours à remettre en cause. Et il y a donc une qualité donc, pour chaque diplomate, c'est d'avoir l'humilité d'apprendre et non pas seulement de faire comme si on avait la science. Donc on a présenté un peu votre parcours, le cursus d'un diplomate. Maintenant, parlons un peu de la scène internationale. À quoi sert l'ONU et la diplomatie quand on voit que la loi du plus fort détermine plus que jamais les relations internationales? Quelles sont ses limites et ses moyens d'action? Pourquoi l'ONU n'intervient-elle pas au Moyen-Orient? Alors la loi du plus fort, justement, en préalable, j'aimerais dire, mais même exhorter les téléspectateurs à faire de la diplomatie, parce que, bien sûr, la diplomatie a des règles, mais il n'empêche que elle, comme toute activité humaine, elle est soumise à des rapports, y compris des rapports de force. Et donc, pour que la diplomatie française poursuive sur le chemin que je viens de décrire, donc de meilleure compréhension du monde arabe que la plupart des autres pays européens, eh bien, il faut qu'il y ait des diplomates, bien sûr, qui les comprennent. Et donc, pour passer le concours d'Orient, il faut des diplomates qui savent l'arabe, donc notamment des Français d'origine arabe. Et c'est eux qui peuvent faire marcher le moteur diplomatique et donc le faire repartir, puisque actuellement c'est plutôt le creux de la vague. Donc il y a des places à prendre. C'est ouvert à tous, heureusement. Donc ce sont des concours qui sont parfaitement honnêtes. Donc j'exhorte tous ceux qui sont intéressés à faire en sorte que Français et Arabes se connaissent et s'apprécient mieux, à faire entrer donc au ministère des Affaires étrangères. Alors donc ces rapports de force, évidemment, c'est les ennemis numéro 1 du diplomate. Parce que la diplomatie est basée théoriquement, enfin en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur le droit international. Or, le droit international est de plus en plus dévoyé sous l'influence américano-israélienne, pour faire court. Et donc, il est enfin, difficile pour un diplomate français de s'attacher aux valeurs donc, du droit international qui ont fait bien sûr la force de ce qu'on appelait la communauté internationale, alors que les Français comme les autres Européens
ont une alliance privilégiée avec les États-Unis. C'est vraiment de plus en plus contradictoire, on le voit chaque jour à l'heure actuelle. Et la grande force de la diplomatie française, c'était d'avoir réussi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à être un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a que 5 pays comme ça. Et la France, c'était le plus petit pays des 5. Donc, on y est parvenu, et grâce à cela, on a obtenu une audience et une influence diplomatique, disons, disproportionnée par rapport à la taille de notre population et de notre économie. Mais à partir du moment où le Conseil de sécurité est paralysé, bien sûr, notre diplomatie est prise en défaut, et donc il y a des raisons internes à cette baisse d'influence diplomatique française, mais il y a aussi des raisons sur lesquelles on ne peut malheureusement pas jouer. C'est donc des raisons internationales qui sont encore une fois liées à ce que les États-Unis ont fait au cours des dernières années, donc bien sûr depuis notamment l'invasion de l'Irak en 2003, et contraire à tous les principes de la diplomatie. Alors donc, il s'agit de politique, donc l'Organisation des Nations Unies se porte mal, et maintenant, de plus en plus, donc, elle est considérée comme tendancieuse par ceux qui privilégient le rapport des forces, puisque, bien sûr, le droit en général et le droit international en particulier est là pour protéger les faibles, en gros. Donc, c'est antinomique. Mais il n'y a pas que ça dans la diplomatie. Il y a d'autres moyens d'influence pour les diplomates, bien sûr. Il y a les rapports de force qui sont importants, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le soft power. Hein. Donc là, le soft power américain est redoutable, mais nous, là, nous avons encore notre mot à dire, puisque on sait bien à quel point les personnes les plus cultivées dans le monde considèrent que la culture française a encore une valeur, et continue donc à lire et même souvent à apprendre le français, ce qui est tout de même resté une langue internationale. Mais je pense que ce soft power, donc bien sûr inégal, avec d'une part l'américanisation galopante du monde, y compris de la France malheureusement, et d'autre part une langue française qui est de moins en moins comprise, ce soft power français ne peut se poursuivre que s'il trouve des alliés. Alors notre premier allié, c'est notre place dans l'Union européenne, mais moi je suis bien placé pour voir à l'Institut universitaire européen de Florence que l'influence française est malheureusement en peau de chagrin. Par contre, l'autre allié, c'est le monde arabe. L'histoire de la France, depuis au moins l'époque moderne, c'est l'histoire de sa géographie, c'est-à-dire un pays qui subit une double attirance vers l'Est et le Nord-Est, c'est l'Allemagne, et vers le Sud, c'est le monde arabe. Donc c'est une balance entre les deux, et le résultat, c'est que la culture française est une conjonction de ces deux influences. Si nous continuons sur bien sûr, l'alliance avec l'Allemagne est fondamentale. Sans l'Allemagne, la France ne serait rien, parce que c'est comme ça que l'Europe fonctionne depuis la formation de la communauté économique européenne et ensuite de l'Union européenne. Mais si nous n'avons pas une alliance au sud également, donc bien sûr dans tous les pays arabes, nous perdrons une des deux ailes qui nous ont permis de voler. Donc il est important que les Français le comprennent. Malheureusement, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, depuis bien sûr l'islamophobie croissante, qui est en fait un cache-texte du racisme anti-arabe. Si vous me permettez, Louis Blin, je vais revenir juste Oui. sur l'ONU.
Donc si je comprends bien, l'ONU n'intervient pas au Moyen-Orient parce que donc les Américains portent leur veto Oui, pour donc laisser Israël commettre ses crimes et ses massacres actuellement à Gaza. oui. Mais concrètement, donc l'ONU, quels sont ses leviers d'action, par exemple, quand ils condamnent tel ou tel pays que peuvent-ils faire concrètement? Alors maintenant, ils sont paralysés, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a d'abord l'envoi de casques bleus, c'est-à-dire de forces d'interposition entre des belligérants, et il y en a eu beaucoup au Moyen-Orient. Et puis, il y a aussi toute l'action extra-politique de l'ONU, c'est-à-dire tous les organismes de l'ONU qui sont des organismes spécifiques, sectoriels. La FAO, l'UNICEF, alors l'UNRWA, malheureusement actuellement est combattu par les Israéliens. Donc les démembrements de l'ONU ont donné corps à ce qu'on a appelé ensuite la communauté internationale, parce que c'était le lieu où elle fonctionnait, en gros. Alors maintenant, et c'était pas un hasard si à chaque mois de septembre, tous les chefs d'État allaient exposer donc leur vision du monde à la tribune de l'ONU. Donc il y avait jusqu'à récemment un rôle d'acteur supranational qui était fondamental. Et d'ailleurs, c'était pas seulement à New York, puisque l'ONU a des bureaux un peu partout dans le monde. L'ONU a été ridiculisée par les rapports de force internationaux. Alors, bien sûr, commencer par les Israéliens, donc depuis la création de l'État d'Israël, puisque c'était une résolution de l'ONU que les Israéliens n'ont pas respectée, mais aussi par les Américains et par d'autres pays. Il ne faut pas non plus mettre tout sur le dos des Américains, mais bien sûr, leur statut d'hyperpuissance depuis la chute du mur de Berlin a entraîné d'autres à agir de même, surtout leurs alliés. Donc on essaye de... l'intérêt de la France, de la diplomatie française, en tant que puissance moyenne, c'est que l'ONU ait le plus de pouvoir possible. Parce que, encore une fois, on est membre du Conseil de sécurité, et deuxièmement, c'est la seule alternative à la loi du plus fort. Et nous, on n'est pas les plus forts. Donc, tout le travail diplomatique depuis De Gaulle, c'était d'essayer de nourrir cette alternative à la loi du plus fort, mais bien sûr avec l'américanisation de la politique, mais aussi de la culture, parce que ça ne marche plus. Alors, il ne faut pas voir les choses de manière uniquement sur le plan uniquement politique ou bien diplomatique, parce que la diplomatie n'agit pas en vase clos. La diplomatie, c'est simplement une conséquence de l'évolution des pays. Et lorsque la culture française, par exemple, s'américanise, il est normal que la diplomatie française s'américanise elle aussi. C'est pas quelque chose qu'on peut séparer. Donc c'est à replacer dans un ensemble politique. Alors la diplomatie avait une certaine indépendance parce qu'elle était tout de même elle n'était pas complètement liée au développement intérieur, mais c'est de moins en moins vrai. D'une part parce qu'elle a moins de moyens, et d'autre part parce que donc en France, bien sûr, la diplomatie a de plus en plus été, disons, marginalisée dans la définition de la politique étrangère par l'Élysée. La position française en faveur d'Israël est-elle réellement conforme à ses intérêts géostratégiques? Sinon, comment l'expliquez-vous? Oui, alors il n'y a pas de position française officielle en faveur d'Israël. Donc si vous interrogez
un diplomate français actuel, il vous dira non, c'est une position qui est conforme aux intérêts de notre pays et notre principal intérêt, c'est d'avoir des bonnes relations avec les États-Unis et par conséquent, puisque les États-Unis soutiennent Israël, on est en gros dans le même camp. Donc c'est pas quelque chose de direct. Enfin, ceci dit, il y a bien sûr des partisans d'Israël, comme il y a des partisans d'autres pays en France et dans la diplomatie française. Alors, bien sûr, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à mon avis, l'intérêt de la France, c'est d'avoir deux ailes pour voler. Donc, la deuxième aile étant au sud, il s'agit des relations avec les pays arabes en priorité. C'est un peu ce que nous avons fait du temps enfin, disons pendant une parenthèse qui s'est ouverte avec le général de Gaulle et qui s'est refermée avec Jacques Chirac. Il ne faut pas oublier qu'avant de Gaulle, la politique française était nettement plus pro-israélienne qu'actuellement. Hein. C'est la France qui a livré les plans de la bombe atomique à Israël. Et donc, nous avons mené une guerre en Égypte avec les Israéliens et les Britanniques en 1956. Donc, bon, heureusement, ça s'est achevé et ça n'a pas duré très longtemps. La position actuelle de la France dans le conflit de Gaza n'est pas non plus éternelle. Il ne faut pas considérer que c'est quelque chose qui n'est pas réversible. C'est aux Français eux-mêmes, et notamment à ceux qui considèrent que le droit international doit être respecté, de s'employer à ce que ça ne dure pas. C'est même très récent. Alors, la critique qu'on a souvent adressée aux diplomates français pendant cette parenthèse que je viens de décrire, c'est d'avoir une politique arabe, ce que les médias ont appelé une politique arabe, ce qui voulait dire, en fait, entre les lignes, une politique pro-arabe. Là, moi, j'ai vu ça de l'intérieur. Il n'y a jamais eu de politique pro-arabe de la France. Toujours un souci d'équilibre, y compris lorsqu'on s'est opposé aux Américains, que ce soit en 2003 en Irak ou bien dans d'autres circonstances. On avait une politique qui était conforme aux intérêts de puissance moyenne que je viens de décrire, c'est-à-dire que si la France peut avoir une voix au chapitre, c'est en soutenant le droit international. Or, le droit international au Proche-Orient, bien sûr, est en faveur des Palestiniens. Donc, il n'y avait pas de politique pro-arabe ou bien d'esprit partisan pour les Palestiniens et contre les Israéliens. Non, il y avait une politique conforme à notre vision des relations internationales, qui est la primauté du droit. Alors maintenant, bien sûr, ça a complètement changé, puisque le droit international n'est plus respecté par personne, malheureusement. Mais je pense que d'ici très peu, on verra que c'est une position qui est non seulement donc qui va à l'encontre de nos intérêts, mais aussi qui nous fait perdre notre audience, pas seulement au Proche-Orient. C'est pas un hasard si il y a plus en plus de critiques, que ce soit en Afrique ou en Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne ou même ailleurs, contre la France, parce que justement la spécificité de la France, c'était de soutenir le droit, et si la France ne le fait plus, dans ces cas-là, l'exception française, un petit peu que j'ai décrite tout à l'heure, va disparaître. Donc, en étant diplomate pendant 30 ans, avez-vous observé une évolution justement de cette diplomatie française au cours de votre carrière de l'intérieur? Oui, alors la principale évolution, c'est que les moyens du ministère des Affaires étrangères ont considérablement baissé, hein, que ce soit budgétairement ou en personnel. Et par voie de conséquence, les activités ont été phagocytées par d'autres acteurs. Alors,
sur le plan politique, c'est l'Élysée, c'est très clair. Mais par exemple, la politique des visas, qui était très importante pour les pays du Maghreb notamment, est maintenant définie par le ministère de l'Intérieur, alors qu'avant c'était les Affaires étrangères. Et il y aurait beaucoup d'autres exemples. Il y a bien sûr une réduction de l'influence du ministère des Affaires étrangères qui explique en partie la réduction de l'influence politique de la France. C'est un peu la poule et l'œuf. Mais je pense que il y a tout de même une qualité du réseau, une diversité d'abord du réseau. Hein. C'est tout de même, donc, comme je le disais, le deuxième pays au monde. Il y a les grands autres pays, par exemple l'Allemagne, disons, eux choisissent certains pôles d'influence. Il y a d'autres pays où ils sont pas du tout présents. Nous donc, au contraire, on est partout. Alors bon, c'est souvent avec des expédients parce que il y a même des postes où il y a un seul diplomate avec que des recrutés locaux. Donc évidemment, il ne peut pas faire la pluie et le beau temps. Mais il n'empêche qu'il y a tout de même une volonté une volonté vraiment internationale. L'une des forces de la diplomatie française, c'est de ne pas avoir fait de choix entre un tel et un tel. Non, nous, on considère que ça, c'est tout de même un des fondements du droit international, que tous les pays valent le coup d'être pris en compte comme interlocuteurs et non pas seulement comme pantins, même si ce sont des petits pays, il est important de les respecter. En fait, le mot-clé, disons, de la diplomatie, et je crois que c'est tout de même une spécificité dans ce que j'ai vu des rapports des autres diplomates dans les pays où j'ai servi, c'est que les Français, enfin, en gros, faut pas généraliser, mais enfin, les Français ont un souci du respect de l'autre qui est fondamental. Et c'est grâce à ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Quelle est la relation de la France avec l'Union européenne? Est-elle souveraine dans ses prises de décision? Voilà, ça, tous les tous les pays, enfin toutes les populations des pays reprochent à leurs dirigeants de s'agenouiller devant donc une bureaucratie bruxelloise qui serait bien sûr dominante et donc d'avoir abandonné leur souveraineté. Alors bien sûr, on a beaucoup abandonné de souveraineté à l'Europe, mais c'était une condition pour que la puissance européenne puisse nous servir. Donc il est difficile de dire s'il n'y avait pas d'Europe, que la France serait plus puissante. Le bon exemple à prendre, c'est le Royaume-Uni, qui a donc quitté l'Union européenne. Or, avant et après le Brexit, on ne voit pas vraiment d'amélioration pour la présence internationale du Royaume-Uni. Il y a d'autres facteurs qui jouent, hein, notamment bien sûr les facteurs économiques. Donc, ce qui compte, l'Europe est un fait et il était indispensable. Bien sûr, on a beaucoup profité de l'Europe, hein, notamment sur le plan politique. Et maintenant, c'est à nous, bien sûr, de faire en sorte que l'Europe n'oublie pas la France. Et donc, bien sûr, les choses sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure que l'Union européenne s'est agrandie. Et bon, en gros, donc, bien sûr, la politique américaine a toujours été de diviser pour régner. Donc, il était facile pour les Américains d'attirer donc leur clientèle est-européenne vers l'Union européenne de façon à ce que celle-ci soit de plus en plus encline à suivre leur politique. Mais les jeux ne sont jamais faits, hein. Il y a toujours une marge et il y a toujours des initiatives. Ce que la carrière diplomatique enseigne aussi beaucoup, c'est que les pays sont très timorés et les dirigeants sont souvent très lâches. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer, avec bien sûr une conviction et des arguments. C'est un peu ce qu'avait fait Dominique de Villepin lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac à l'ONU en 2003 contre l'invasion américaine de l'Irak. Alors, bien sûr, ça a eu un coup sur la relation franco-américaine,
mais ça a été un gain monumental, alors que, bon, finalement, quand on prend donc une attitude d'historien 20 ans après, c'était pas grand-chose. C'était quelques discours, quelques positions. Mais donc, il y avait un courage, et c'était une attitude qui, sur le plan intérieur, a été très difficile à assumer. Mais donc, en fait, il y a une marge de manœuvre importante. On croit toujours qu'on a les pieds et les poings liés, mais non, pas du tout. Justement, aujourd'hui, quelle est la relation de la France avec les États-Unis? Est-elle soumise aux diktats de Washington? Alors c'est plus compliqué que ça. Il y a pas enfin, c'est nous-mêmes dans ce cas-là qui nous soumettons au diktat. C'est pas qu'on est soumis les États d'abord, il y a donc tout le soft power. C'est bien que lorsque on dit oui aux Américains, c'est souvent parce qu'on croit qu'on dit oui à nous-mêmes. Parce qu'il y a souvent donc enfin, les Américains ne sont pas seulement aux Amériques. Là, beaucoup des grands groupes français très très connus sont des filiales de sociétés américaines. Donc alors là, qui est américain, qui est français, du coup, difficile à savoir. Et puis, d'autre part, on a vraiment l'impression que l'actualité américaine devient intérieure. Il y a vraiment un tropisme pro-américain qui se répercute donc sur un alignement, ce que moi et beaucoup d'autres jugent être un alignement sur la politique américaine. Mais en fait, c'est un auto-alignement plutôt qu'une une soumission à une puissance. Et pourtant, vous le citiez précédemment, donc à travers les exemples de Dominique de Villepin ou du général Oui, de Gaulle, la France avait été plus indépendante par le oui, passé. bien sûr, par le passé. Alors, c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas cette dépendance économique que je viens d'évoquer, et surtout parce que le grand phénomène, enfin à mon avis, ce qui est le principal malheur et la principale évolution de la France depuis cette époque, c'est l'américanisation de la culture française que certains, mon collègue Olivier Roy, appellent l'aplatissement culturel. Donc, bien sûr, quand on n'a plus de culture spécifique, il n'est pas étonnant qu'on n'ait pas non plus de politique spécifique. Donc, on peut critiquer les politiques, on doit, on peut regretter ce que vous jugez être un alignement diplomatique, mais en fait, c'est simplement la traduction d'une évolution culturelle extrêmement rapide qui a complètement transformé la France. Enfin moi, donc bien sûr, j'ai maintenant 67 ans, donc j'ai vu un peu ce que c'était avant, mais la culture américaine, enfin la culture française s'est américanisée depuis en gros l'an 2000, avec une vitesse vraiment stupéfiante. Alors bon, pour le meilleur et pour le pire, il y a pas tout à jeter non plus, mais il y a certainement une un lien entre l'évolution politique et diplomatique de la France et ce substrat culturel qui guide les choix. Quand vous prenez n'importe quel homme politique actuellement, il sait beaucoup mieux ce qui se passe aux États-Unis que souvent ce qu'il y a dans les campagnes françaises. C'est tout de même c'est stupéfiant. Ben, alors, c'est pas spécifique à la France non plus. Il est difficile de faire cavalier seul. Mais je crois que tout se joue sur le culturel. Et c'est pour ça que je pense que la chance de la France, c'est d'avoir une culture diversifiée. Et la chance donc de la diplomatie française, entre autres, ça serait d'avoir plus de Français d'origine arabe ou musulmane qui puissent justement contrebalancer ce tropisme américain. Alors, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'Arabes ou de musulmans qui vont chez McDo, je suis le premier à le regretter, mais je pense qu'il faudrait tout de même réagir à cela, et si l'on veut que la France donc, soit conforme à sa vocation, qui était donc d'être le pont entre l'Europe et le monde arabe, il faut absolument que les Français se prennent en main et ne soient pas des victimes allant
à l'échafaud sans réagir. Il faut prendre son destin en main et tout est possible. L'évolution donc malheureuse de ces dernières années montre bien que tout peut changer. Si vous écoutez Villepin sur les radios actuellement, et on pourrait le qualifier de militant d'extrême gauche, hein, et donc d'être peut-être à LFI, alors que Villepin, c'est vraiment la droite française de l'époque. Donc, l'UMP. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, il faut surtout avoir une vision sur le long terme, historique, et ne pas perdre espoir, tout est possible. Terminer un point donc, concernant le Moyen-Orient, la diplomatie française est-elle soumise à des influences et lesquelles? Ah oui, bien sûr, il y a le monde est fait d'influences. Alors donc dans la France d'aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Les contrats sont bien sûr un objectif pour tous les appareils diplomatiques, quels qu'ils soient, puisque ce sont les intérêts du pays qu'on est censé donc servir. Et les contrats français à l'exportation sont de plus en plus concentrés sur le secteur de la défense. C'est bien que les postes diplomatiques sont toujours assaillis de demandes pour appuyer donc bien sûr les offres françaises dans ce secteur-là. Ça c'est le numéro un. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, tous les grands secteurs de l'économie française essayent d'avoir l'appui des diplomates, que ce soit bien sûr Total ou bien d'autres grosses entreprises qui sont très proches des décideurs. Donc il y a toujours des influences. Mais enfin bon, il faut une spécificité du réseau diplomatique français par rapport aux autres pays européens, c'est que c'est un secteur important, mais ça n'est jamais omnipotent et omniprésent. Si vous prenez souvent des postes diplomatiques allemands, ils ne font que ça. Hein, et donc, ils sont missionnés par le gouvernement pour aider à l'exportation allemande dans le pays de résidence. Nous, non. Il y a toujours l'action culturelle, il y a toujours la coopération scientifique et technique. Donc, c'est même plus large, plus diversifié. Louis Blanc, avez-vous été confronté à des tentatives d'influence et sous quelle forme? Non, en fait, ça... Non. Bon, peut-être parce que j'étais pas assez influent, je peux pas savoir, mais non, il y a toujours bien sûr des histoires de corruption dans les services de visa, dans les postes diplomatiques français à l'étranger, dans les consulats, mais généralement c'est au niveau subalterne et ça concerne des recrutés locaux. Au niveau supérieur, bon... en gros, s'il y a vraiment des gros contrats en jeu, là, le diplomate est hors jeu. Hein, il est là au début, il est là pour mettre en rapport les gens, mais quand il s'agit de contrats, il ne s'en occupe pas, donc il n'y a pas eu ça. Alors sinon, il y a aussi bien sûr toutes les affaires d'espionnage, comme on dit. Non, ça, enfin, moi, j'ai pas du tout eu cette expérience-là, peut-être que d'autres, mais enfin, c'est surtout pour les médias, et puis c'est un peu passéiste. Non, ce qui se passe, c'est beaucoup plus insidieux. C'est que, bien sûr, disons que chaque groupe d'influence, chaque parti essaye d'avoir sa part d'influence dans la politique menée par notre pays. Donc, par exemple, moi je disais qu'il faudrait qu'il y ait plus d'Arabes au Quai d'Orsay, c'est bien ça. Donc il faudrait qu'on ait une politique qui est à mon avis plus conforme à nos relations, à notre histoire avec le monde arabe, et donc c'est aux Arabes enfin, c'est pas quelqu'un qui ne connaît ni l'arabe ni l'islam qui va pouvoir s'en charger.
Bon, c'est la même chose pour les partisans d'Israël, pour les partisans de la Russie. Donc, il y a évidemment pas une guéguerre, mais enfin, il y a chacun qui essaye de pousser ses idées. Mais le fonctionnement des administrations centrales en général et de l'appareil diplomatique neutralise beaucoup tout ça, parce que quand on veut sortir un papier, par exemple, faire une note d'entretien lorsque le président reçoit son homologue de n'importe quel pays, il y a toujours 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 services différents qui visent. Donc, il est quasiment impossible d'avoir un accès direct, sauf s'il y a des relations personnelles, hein, ça évidemment on peut pas, mais enfin, dans le travail diplomatique est organisé de telle façon qu'il y a toujours tous les points de vue qui sont pris en compte. Pour terminer, est-ce que vous avez entendu parler de cas de corruption dans la diplomatie française ou étrangère? Oui, bah alors c'est ça. Donc il y a eu des corruptions, bien sûr, dans les services de visa, c'est le plus classique. Et il y en a encore maintenant. C'est difficile à déceler, d'autant plus que la collecte des visas, la collecte des demandes de visa a été, pour presque tous les pays, déléguée à des entreprises privées. Et donc là, c'est la porte ouverte, évidemment, à beaucoup de choses. Enfin, c'est assez spécifique. C'est plus du tout la politique, quoi. Donc, il y a eu, puis il y a c'est bien classique. Enfin, souvent, les pays, enfin, les responsables des pays qui sont pas habitués à nos procédures, essayent de donner des cadeaux. Enfin, bon, à recevoir, par exemple, une montre ou bien un tapis, ça peut arriver. Bon, ça va pas loin. Bien sûr, ça entretient des bonnes relations et du coup, quand on a quelqu'un qui vous a donné un tapis et qui téléphone, on le prend au téléphone, mais ça veut pas dire qu'on est corrompu. Enfin, il y a l'élément humain. Et puis de toute façon, il y a des règles. On peut pas, si c'est vraiment un cadeau de valeur, on est obligé évidemment de le déclarer immédiatement. Il n'y a pas des diplomates qui ont été écartés? Ah oui, ça arrive, oui. Oui, il y a toujours des abus, toujours. Enfin, disons que par rapport à la facilité d'être corrompu, je trouve que enfin, en gros, les dégâts sont mineurs. Parce que il faut voir à qui on a affaire aussi. Il y a certains pays où il y a aucune règle de déontologie. Donc les gens, par exemple, ne comprendraient pas pourquoi on refuserait, mettons, une Rolex. Alors, bien sûr, là, il faut refuser. Ça leur paraît complètement absurde. Parce que c'est comme ça que c'est la norme. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais il y a d'abord des contrôles, hein, évidemment. Il y a une inspection tout de même très, très pointilleuse, heureusement. Mais aussi, il y a une déontologie, il y a une force tout de même. Enfin, donc, tous les fonctionnaires sont tenus. Enfin, les diplomates, lorsqu'ils entrent au Quai d'Orsay, savent bien qu'ils représentent leur pays. Donc, ils ont tout de même d'abord un sens du service public, et puis deuxièmement, une certaine une certaine honnêteté, tout simplement, parce que il va de soi qu'un diplomate doit être patriote. On ne peut pas être diplomate si on n'aime pas son pays. Merci Louis Blin pour ces éclairages. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc Lamartine, passeur d'islam, publié aux éditions Éric Bonnier. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.